Ce qui distingue les figures marquantes de notre histoire, c'est leur capacité à prendre des décisions qui transforment le cours des choses, à faire des choix décisifs qui impactent le collectif. Dans Le Jour où, nous échangeons autour de ces instants clés, ces moments où une vision individuelle devient une action concrète, porteuse de changement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Thomas Schmitt. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Nous allons revenir sur les étapes clés de votre parcours, le jour où, les moments de bascule qui ont redéfini votre trajectoire, les défis surmontés et les convictions qui vous animent aujourd'hui. Alors, quel est pour vous le jour où tout a commencé, le jour où vous avez compris que vous aviez trouvé votre voie? Quel a été ce moment? Je l'ai compris tard, en fait, ça s'est fait en plusieurs temps. Moi, j'ai fait un parcours. D'abord, mon père, qui était à la tête de l'entreprise bien avant Epner. moi. Epner, peut-être qu'on recontextualisé. Epner est une entreprise On va en parler spécialiste, après. créatrice de solutions de transport et logistique, familiale, dont je représente la 4e génération. Et mon père en était le dirigeant avant moi. Et moi, j'ai vécu une enfance tout à fait à l'écart des problématiques sérieuses que pouvait procurer l'entreprise à mon père. J'entendais ça de loin, je vivais ça de loin, mais je voyais que c'était quelque chose d'important. Pas C'est seulement, combien évidemment. d'employés, combien de Aujourd'hui, c'est collaborateurs? 3700. À l'époque, c'était 2005-2006, quoi, hein. Donc c'était déjà une énorme entreprise. Le chiffre d'affaires à peu près d'Epner, est-ce que vous pouvez nous en Aujourd'hui, parler? c'est à peu près 1 milliard d'euros. On avait D'accord. franchi le cap en 2023, on était en 2022, on était redescendu en 2023, et aujourd'hui, en 2024, on va frôler le milliard d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Donc, alors, quel a été ce moment? Eh Parce que ben, déjà, vous sortiez de vos études. je sortais de mes études, donc c'est ce que je disais. En fait, moi, j'ai une vie où mon père m'a jamais poussé dans mes retranchements pour aller vers l'entreprise, etc. Donc, j'ai fait une prépa, l'EDEC ensuite, où j'ai suivi un master en finance. Et c'est là qu'il y a un petit moment de bascule, mais qui n'est pas, en fait, à titre personnel, le moment où je vais vraiment me projeter dans l'entreprise, mais un moment un peu clé où moi j'aurais bien fait autre chose, j'aurais bien fait de la finance, notamment à l'étranger, pour me former, etc. Et pour avoir une première soupape, j'allais dire, de découverte qui ne soit pas immédiatement dans l'entreprise familiale. Mais il se trouve qu'il n'y avait pas de successeur qui avait été détecté, ou qui s'était proposé, ou qui avait la motivation et le niveau nécessaire pour reprendre l'entreprise. Et mon père considérait, à tort ou à raison. Vous en aviez parlé ou pas? On n'en avait pas vraiment parlé, et on n'avait pas vraiment parlé ensemble, mais en revanche, il avait mis en place une direction générale dès 2005 qui devait assurer l'intérim, ou en tout cas la transition entre les deux générations. Et quand moi je sors de l'EDEC, ce directeur général pose sa démission en disant « moi je veux faire autre chose », etc. Et là mon père se dit « mince, il faut que je revienne aux affaires ». Et moi, il y a 43 ans d'écart d'âge entre mon père et moi. Je suis le petit dernier de cette 4e génération. Et encore une fois, comme je le disais, personne n'avait été vraiment détecté ou était sur la trajectoire de reprendre l'entreprise. Et je ne voulais pas, à l'âge qu'il avait, laisser mon père, il avait 68 ans par conséquent, je voulais pas laisser mon père douter ou être seul aux manettes en attendant l'éventualité qu'un successeur arrive, etc. Je trouvais que d'abord vis-à-vis de lui, c'était pas sympa, et puis deuxièmement vis-à-vis de l'entreprise, c'était pas sain. C'est-à-dire que tout d'un coup on rentrait potentiellement dans une dynamique où le dirigeant était âgé, prenait plus de décisions transformantes parce qu'il attendait la nouvelle génération. Donc je me suis dit bon, c'est maintenant ou jamais qu'il faut que je sache si ça me plaît, si c'est là, si c'est ce que je veux faire, etc. Et le moment clé pour arriver au fond de la question que vous avez posée, moi je suis rentré dans l'entreprise comme porte-serviette d'un directeur général de business unit. J'avais aucune légitimité, j'interrogeais ou j'interpellais des gens qui avaient 30 ans de plus que moi, 20 ans de maison, je me sentais pas du tout légitime à faire ça, et pas du tout à l'aise. Et en fait, il se trouve qu'il y a eu une démission dans un service dans le Nord, à Lille, dans un des services aériens et maritimes du groupe. Et c'est un service qui n'allait pas très bien, et sur le plan financier, et je me suis proposé pour y aller en disant au moins je vais faire mes preuves et je pourrai me prouver à moi-même, me prouver aux autres, et je verrai bien si le métier m'amuse. Bilan, ça s'est très bien passé, le métier m'a beaucoup plu, le management, parce qu'on est dans des métiers d'hommes avec un grand H, vraiment fondé sur la matière humaine.
Et ça a plutôt bien marché, donc je me suis prouvé à moi-même des capacités à une toute petite échelle à l'époque, mais aussi aux autres que j'avais des ressources nécessaires. Et ensuite, j'ai fait ce parcours dans l'entreprise, très tourné sur les opérations, découverte des différents services, etc. D'accord, donc vous avez été un petit peu, vous avez fait tous les rôles dans l'entreprise finalement, vous avez travaillé dans tous les domaines, Je suis, avant de devenir le président. Dans quasiment tous les domaines, puisque mon père m'avait donné des missions. Alors, au début, c'est par hasard que je me suis retrouvé dans un service qui n'allait pas très bien, etc. Mais je l'ai redressé. Au bout d'un an, on gagnait de l'argent et j'avais mis en place mon successeur. Et mon père s'est dit, c'est pas mal, c'est une bonne manière de faire ses preuves, de prendre des services en difficulté, mais on a donné un autre plus gros dans le domaine du transport international terrestre. Puis ensuite une région encore plus grosse dans le domaine toujours Il voulait annoncer comment transport. Est-ce que votre père voulait annoncer directement en disant voilà, j'aimerais bien que tu reprennes la tête des pneus, ou ça s'est fait naturellement? Non, au fur et à mesure que l'appétit a grandi en mangeant, entre guillemets, de mon côté comme du sien, en fait, il y a ce monde bascule, c'est un peu la dernière étape opérationnelle que j'ai prise, qui était la direction régionale, pour ne pas le citer, d'Île-de-France Nord chez nous, sur lequel tout le monde se cassait les dents depuis un moment. Et en fait, moi, il n'a pas voulu me donner ce rôle-là immédiatement, alors que moi, j'y voyais déjà, j'avais envie de... J'avais très envie d'en découdre, etc. Et de montrer... D'abord, j'avais envie de résoudre le problème, j'avais envie de montrer ce que je valais, etc. Et mon père n'a pas tout de suite voulu me le donner en me disant, si tu te casses la figure là-dessus, ça va être très dur. Syndicalement, c'est très dur. Socialement, c'est compliqué. Commercialement, ça marche pas très bien. C'est un endroit qui va pas. Et si tu échoues, sera difficile de revenir complètement dans la feuille de route. Mais je dis, mais ok, mais si j'échoue, ça pose aussi d'autres questions vis-à-vis de ma capacité à reprendre l'entreprise, donc allons-y. Et il a beaucoup hésité, et finalement il m'a donné ça, qui était en fait un peu un all-in, quoi. C'est-à-dire c'est voilà, qui tout double. Et en fait j'ai repris ce truc-là, ça s'est bien passé, j'ai pu le redresser, il faut aussi avoir une certaine modestie. J'ai pu le faire sans doute aussi parce que je portais mon nom, j'ai pris des décisions sur lesquelles mon père m'a soutenu. Et je pense qu'aucun autre dirigeant aurait pris ces décisions parce que des fonctions support du siège auraient dit non, ça on peut pas faire. C'est risqué. C'est risqué, ou attends, là tu t'attaques au plus gros client du truc. Etc. Et donc en fait, c'est ce moment-là qui fait que je me suis retrouvé sur une voie royale en réussissant cette épreuve-là, ce challenge-là. C'était extrêmement formateur, intéressant. Je suis spécialiste de rien, mais du coup, je connais à peu près tout, au moins d'un point de vue conceptuel, etc. Et donc, je suis arrivé à la fin de ce challenge et de cette étape-là, un peu en connaissance assez fine de la partie opérationnelle, etc. Et en ayant gagné beaucoup de crédibilité et de légitimité en interne. Et là, pour le coup, le dialogue sur la suite et la reprise de l'entreprise s'est intensifié. J'ai repris une direction générale déléguée en 2012, très opérationnelle. Et ça m'a laissé 3 ans, 4 ans pour me forger, en même temps que j'étais très opérationnel, une vraie vision stratégique sur l'entreprise. Parce que quand vous sortez des opérations, c'est pas forcément ce que vous avez. Vous avez une vision très opérationnelle, très process, très machin, mais pas forcément encore de vision très stratégique. Pour le coup, je l'ai acquis avec le temps, en me frottant aussi à la direction générale, jusqu'à reprendre la direction générale en 2015. Et justement, est-ce que vous pouvez nous raconter votre arrivée à la tête des PNR? Comment ça s'est passé? Comment on devient président-directeur général d'une boîte comme ça? Écoutez, c'est une bonne question. Alors, pour être honnête, j'étais un peu propulsé là-dedans. Alors, il y a deux aspects dans la question. Il y a l'aspect interne, où mon parcours opérationnel m'avait fait gagner des galons, etc. Les gens me voyaient un peu jeune, mais et un peu dur, parce que pour le coup, j'avais fait un parcours opérationnel très centré sur des endroits en difficulté, donc... voilà, ça m'avait obligé à prendre des décisions courageuses, mais difficiles, et difficiles pour les gens, pour l'ensemble des parties prenantes, etc. Mais en interne, j'avais une crédibilité, vraiment. Et donc, je pense que j'apportais à l'entreprise. Et puis, en interne, il y avait quand même ce sentiment, il y a une génération suivante qui arrive, quoi. Donc, à la fois, il y avait rassurant. Moi-même, j'étais sans doute un peu immature sur certains aspects, notamment un peu managériaux, etc. Parce que vous aviez quel âge exactement? J'avais 32 ans. C'est jeune pour reprendre une société. C'est jeune, mais... Avec 3000 employés. Ouais, c'est jeune. Après, vous voyez aujourd'hui que dans le monde actuel, qu'est-ce que ça veut dire la jeunesse, quoi, hein. Vous avez des gens encore plus jeunes que moi qui ont monté des empires absolument fabuleux, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc, la jeunesse la jeunesse, c'est un sujet, mais l'expérience, c'en est un autre. Et effectivement, il y a des sujets de rondeur et d'expérience que vous acquérez avec le temps et qui sont absolument indispensables aussi à la bonne gestion. Et alors,
pour revenir à votre question, il y a le second aspect qui est la gouvernance familiale, hein, puisqu'on a un actionnariat 100% familial. Et pour le coup, autant les gens me connaissaient dans l'entreprise et commençaient à me connaître à l'extérieur de l'entreprise, autant les gens ne me connaissaient pas dans la famille. Et là, mon père, il a eu une manière un peu, à lui, un peu autocratique de m'imposer, quoi. Disons qu'il a dit, voilà, le prochain dirigeant, c'est Jean Thomas, etc. Bon, il avait lui-même la majorité des actions. Il en avait quand même parlé à un certain nombre de membres de la famille. Et vous avez des frères et des sœurs ? J'ai des frères et sœurs. En tout cas, j'ai une sœur qui est actionnaire aussi, puisque j'ai des demi-frères et sœurs, mais du côté de ma maman qui ne sont pas actionnaires. Et j'en ai une qui est actionnaire et qui travaille avec moi aujourd'hui, qui est ambassadrice auprès des plus grands comptes de l'entreprise, notamment sur les comptes les plus internationaux, etc., avec qui je m'entends remarquablement bien. Et on a 43 actionnaires dans la famille. Et donc, quand je suis arrivé, les gens ont dit, bon, Jean, on te fait confiance, mais on va découvrir ce que vaut Jean Thomas. Et donc, au fur et à mesure, j'ai dû imposer ma patte, alors pas seulement au niveau des résultats, mais aussi en proposant une vision stratégique renouvelée. Et c'est vrai que là où mon père m'a laissé une entreprise remarquablement bien structurée sur le plan financier, sur le plan managérial, avec une culture d'entreprise très forte, avec des principes managériaux basés sur l'intrapreneuriat et la subsidiarité, qui sont extrêmement fondateurs pour la suite de mon développement. Hein. Donc sans lui, aujourd'hui, j'en serais pas là. Mais par contre, il avait laissé quelques terrains en friche. La transition environnementale, il avait un peu de mal à savoir comment ça s'appelait. 2014 2015, on n'est pas encore complètement dans la dynamique. En revanche, la transformation digitale, la modernisation des systèmes d'information, ça, peut-être la période de passation avait fait qu'il avait un peu laissé ce terrain-là en friche. Et ça, pour le coup, ça a été une manière très intéressante pour moi. De transformer, de montrer aux actionnaires que ce n'était pas juste la reprise opérationnelle et dans la continuité, mais que j'étais là aussi pour apporter ma pierre à l'édifice. Et donc, la confiance s'est accentuée au fur et à mesure, les résultats étant là. J'ai pris des décisions un peu centenaire, cette entreprise quand même. Centenaire cette année, absolument. Centenaire cette année. Comment vous conciliez cet héritage avec l'innovation et la modernité, justement, aujourd'hui ? Je trouve ça génial de pouvoir moderniser une entreprise comme ça qui est fondée. En fait, il y a quelques points d'ADN qui sont des principes fondateurs et qui, en fait, ne sont pas dépendants de la modernisation, de l'outil et de l'appareil autour. Vous avez un principe managérial fondateur qui est vraiment le principe de l'intrapreneuriat, de la subsidiarité. Et ce mot de subsidiarité, il est prononcé très 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 souvent dans l'entreprise parce qu'on ne fait en centrale ou à l'échelon supérieur que ce qui ne peut pas être fait en dessous. Et donc, on donne une autonomie très forte à nos collaborateurs. Et ça, c'est des principes fondamentaux qui fait que, quels que soient les outils que vous utilisez, quels que soient les process que vous faites, quelle que soit la transformation que vous faites, vous avez ces principes qui continuent à être très présents. Et puis, l'entreprise s'est fondée sur les trafics franco-allemands, l'international, puisque l'entreprise a été fondée à Strasbourg, ou en tout cas, c'était le rachat d'une petite entreprise qui s'appelait Jules Epner en 1925, qui était basée à Strasbourg et qui était spécialisée sur les trafics entre Kiel et Strasbourg, et donc vraiment sur les flux allemands. Et c'est sur cet ADN franco-allemand, les flux internationaux, qu'on a développé notre entreprise. Et donc, il y a une continuité de vision depuis 100 ans, sur à la fois les principes managériaux et à la fois l'internationalisation de l'entreprise qui sont extrêmement fondateurs. Autour, vous modernisez, vous vous adaptez à des séquences, à des attentes clients qui changent, etc. La transition environnementale, c'est absolument indispensable au-delà de la communication client. Moi, si je ne fais pas ça, dans 10 ans, je ne pourrais plus rouler. Mes camions n'auraient plus accès au centre-ville, ne pourraient plus aller sur les autoroutes, etc. Donc, pour moi, c'est un enjeu stratégique de survie. C'est pas du tout du greenwashing. Et à côté de ça, vous avez évidemment la transformation digitale, des process. Les clients attendent de moins en moins d'avoir des gens au téléphone, veulent de l'information en temps réel, transparente, en continu, etc. Et donc la proximité se déplace. Et ça, c'est intéressant parce que nous, ça nous permet de garder nos principes fondateurs managériaux, notre cœur de manière de faire, et en même temps de s'adapter avec des outils qui correspondent aux attentes de nos clients. Alors, mis à part votre père, parce qu'on l'a bien compris, quelles sont les rencontres ou les influences majeures qui ont façonné votre trajectoire ? Est-ce que vous avez des rencontres comme ça ? Vraiment qui ont mûri votre soif d'être entrepreneur, finalement, votre vision d'entrepreneur. Moi, j'en ai quelques-unes. Dans le domaine du transport, moi, j'ai côtoyé des dirigeants d'entreprises, des partenaires notamment internationaux. À l'époque, Hellman, qui était notre partenaire à l'aérien au maritime,
Gebruder Weiss, dont il y a le dirigeant maintenant parti à la retraite, mais il s'appelait Wolfgang Nissner, un type remarquable pour qui j'ai eu une certaine, vraiment, une certaine admiration. Voilà, il y a des gens comme ça qui vous inspirent un respect, etc. Et puis, en fait, mon père, alors souvent, ce qui se passe dans les entreprises familiales, c'est que quand il y a une transition comme ça, les enfants sont plus sur la partie opérationnelle, surtout quand ils sont mon âge, 30, 40 ans. Puis les parents se gardent un rôle plus institutionnel, ce qui est normal, parce que comme ça leur permet de garder une activité. Mon père étant âgé, il m'a laissé assez vite la place aussi dans les instances institutionnelles. Et moi, je me suis beaucoup investi, après le Family Business Network, qui nous a aidé à réfléchir aussi sur la transition familiale, dans le METI, qui est le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, dont aujourd'hui je suis vice-président. Et j'ai rencontré là-dedans des dirigeants avec qui j'ai pu échanger. Alors non seulement ça m'a beaucoup apporté d'échanger sur le fond, etc., mais c'est des gens qui m'ont pris sous leur aile. Certains d'entre eux, j'ai une pensée particulière pour mon ami Pierre-Olivier Brial, le dirigeant de Manutan, mais je pourrais en citer d'autres, Charles Robinet-Dufault, Denner, etc. C'est des gens qui m'ont énormément apporté dans les discussions que j'ai pu avoir avec eux. J'ai vraiment une admiration par exemple pour un Pierre-Olivier dont j'ai vu comment il avait aidé la famille Guichard notamment à transformer l'entreprise Manutan. Voilà, c'est des gens qui vous inspirent le respect et avec qui ils ont la gentillesse d'échanger en toute transparence. Du coup, c'est extraordinaire parce que vous pouvez vous livrer sur vos difficultés et en même temps, vous pouvez aussi partager avec eux et prendre ce qu'il y a de bien aussi chez les autres. Donc, il faut accepter aussi que de temps en temps, on s'inspire. Donc, voilà, j'ai pas tout sucé de mon pouce, mais c'est vrai qu'échanger avec ces gens-là, ça m'a fait gagner un temps considérable, non seulement sur le fond, les process, la stratégie de l'entreprise, etc., mais en termes de maturité, en termes de prise de hauteur, j'ai gagné énormément. J'imagine. Est-ce qu'il y a une décision qui a changé le cours de votre carrière que vous referiez sans hésiter aujourd'hui ? Justement, c'est ce que je disais. Il y en a deux, ce qui sont des décisions un peu lourdes à chaque fois. C'est la reprise de l'île de France Nord. À Lille, d'accord. Après Lille. Ah oui, alors il y avait le fait de lever la main pour aller à Lille, reprendre ce truc-là quand il y a eu la démission. Tout le monde va se dire il est complètement fou. C'est-à-dire que non, à la limite, le truc, c'était pas mal pour tout le monde. Je pense qu'il y avait d'autres gens qui étaient contents que je parte un peu, que j'arrête de les embêter. Et puis non, il y a deux principes fondateurs. Il y a vraiment l'île de France Nord où aller dans cette région qui était en grande difficulté et faire mes galons là-bas, c'est un truc. Moi, je me suis éclaté. Je suis là-bas, je faisais vraiment du 4h30 du mat, 22h. C'était costaud et tout, mais j'ai passé un moment extraordinaire, intellectuellement, moralement, etc. C'était génial. Et surtout, j'ai commencé à me faire aussi mes premiers liens avec l'équipe dirigeante qui aussi m'ont accompagné dans le futur. Et puis, en termes de crédibilité vis-à-vis de la famille, ma première grosse décision structurante sur le plan opérationnel, c'est la fermeture de la division logistique qui pesait 50 millions d'euros et qui perdait beaucoup d'argent. Et ça, je pense que l'avoir fait, ça a été très dur. Et ça n'a pas été simple. Non, et puis on a eu nos premières grèves très dures. Voilà. Donc, c'était le premier PSE lourd de l'histoire du groupe. Mais je pense que c'est ce qui nous a libéré la bande passante financière qui nous a permis de faire tout le reste. Est-ce que ça vous a fait peur de prendre cette décision ? Est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que je vais dans le mur ? Non, j'étais sûr de moi là-dessus. J'étais sûr de moi et je l'ai pris contre je l'ai pris un peu contre des avis, y compris les consultants qui nous avaient accompagnés, y compris un peu sur des avis internes, etc. Mais j'ai été assez sûr de moi et la suite m'a donné raison et je pense que c'est aussi ce qui nous a permis de nous recentrer à un moment où on avait besoin d'attaquer des sujets plus verticaux. Et encore une fois, je le disais, quelques sujets qui étaient en friche, la transformation digitale, la modernisation de l'IT, la transition environnementale, l'internationalisation, avec des premières acquisitions à l'étranger qui se font dès 2017. Si j'avais pas fait cette restructuration-là qui a été dure, très dure, notamment dans la relation en interne socialement, aujourd'hui on aurait eu du mal à aller plus loin dans nos orientations stratégiques. Donc, aujourd'hui, comme PDG, quelle est votre mission au sein du groupe Epner ? Aujourd'hui, c'est vraiment de faire vivre ce collectif de continuer à vraiment faire vivre ce collectif dans un environnement où l'entreprise est un peu à la croisée des chemins. Ça reste une entreprise familiale, mais qui est en train et qui doit réussir son passage pour passer d'une entreprise française avec des filiales à l'étranger
à une entreprise internationale avec son siège en France. C'est une entreprise qui aujourd'hui fait 3700 collaborateurs. Mon père connaissait tous les gens quasiment par leur prénom. Là, c'est impossible. J'exagère un peu, mais là, aujourd'hui, j'y arrive pas. Et donc, comment on maintient une sorte d'incarnation familiale, comment on maintient surtout cette culture d'entreprise, c'est les valeurs qu'on fait vivre depuis des années. Quand la boîte est petite, en fait, les valeurs qui sont celles de la famille, il faut le dire, et celles des dirigeants familiaux, il faut pas avoir peur de l'assumer, c'est celles que vous transmettez à vos collaborateurs. Mais quand vos collaborateurs, vous les voyez tous les jours, bon, bah, ça pose pas de problème, les directeurs régionaux, etc. Quand moi, aujourd'hui, je vois plus mes directeurs régionaux, j'ai une direction générale qui s'est installée en France et plus généralement sur quelques BU comme ça. Donc, il faut choisir des gens qui autour de vous portent les mêmes valeurs que vous, vous assurez qu'ils les portent, etc., sans être trop dans le détail, parce que ce que je veux, c'est garder encore une fois cette grande agilité qui a fait notre force et cette capacité à être dans la subsidiarité, donc aussi sur la confiance et l'autonomie qu'on donne aux gens. Et c'est s'assurer qu'à un moment où l'entreprise se transforme de manière très verticale, quand vous faites une transition environnementale, quand vous faites une transformation digitale, vous ne pouvez pas dire au mec qui est à Brest, bah, toi tu fais comme tu veux, non. Celui qui est en Allemagne, à Düsseldorf, bah, toi tu peux faire autrement, etc. Ça doit être très verticalisé. Donc en fait, on a sans doute donné encore plus d'autonomie sur le plan opérationnel, daily business, au commercial, etc., aux régions et au terrain. Et pour le coup, on a centralisé sans doute de manière un peu plus forte, etc., certains projets de transformation clés. Et comment vous faites pour garder ce bon équilibre entre un siège qui est de plus en plus tourné vers le vertical, vers la centralisation, et le fait de déléguer beaucoup d'autonomie. Oui, c'est antinomique. C'est assez antinomique. Et mon rôle à moi, c'est de m'assurer qu'on marche bien sur les deux pieds et de faire en sorte qu'on, excusez-moi du terme, qu'on n'emmerde pas le terrain tous les jours avec en pinaillant sur des KPI qui maîtrisent mieux que nous. Et tout en m'assurant aussi que le terrain ne dise pas systématiquement non à tous les projets de transformation et qu'eux-mêmes soient dans l'état d'esprit de transformer l'entreprise. Et régulièrement, voilà, il y a des corrections à faire, il y a des aménagements à faire, il y a je suis désolé de le dire, mais il y a des gens à changer parce qu'ils ont fait leur temps, parce que voilà, c'est pas seulement une question de seuil de Peters, mais c'est aussi une question de transformation. Un jour, j'écoutais un dirigeant qui était dans l'hypercroissance, qui faisait 30-40% de croissance par an, qui au début doublait, etc. Il disait, mais en fait, ceux qui étaient avec nous dès le départ sont aujourd'hui ceux qui sont devenus les plus freins, parce qu'ils ont l'image un peu romantique de l'entreprise qu'on était au début, avec une identité particulière. Et aujourd'hui que l'entreprise a quadruplé de taille, quintuplé de taille, etc., l'entreprise a besoin d'autre chose et ces gens-là ne veulent pas transformer parce qu'ils sont très attachés. Et donc c'est un peu particulier parce que finalement, vous avez besoin de vous séparer de gens qui sont presque le plus attachés à votre entreprise. Aujourd'hui, on n'en est pas là, on a très peu, on a eu des retouches à faire comme ça, mais c'est surtout que, je pense qu'il faut réussir et ça c'est le principal challenge, c'est à faire vraiment embarquer les gens dans la transformation. On va parler des grands défis actuels du secteur du transport aujourd'hui. Quels sont-ils et comment vous pouvez y répondre aujourd'hui ? Là, on est vraiment dans le classique, c'est-à-dire la transition environnementale, c'est la première d'entre elles. Là, ça demande des investissements... C'est colossaux. Ouais, colossaux, ouais. En fait, alors nous, on est commissionnaire de transport, donc on a en fait assez peu de véhicules en propre. On se base beaucoup sur la sous-traitance. Donc nous, sur ce qu'on a en propre, on l'a fait assez facilement. On a investi des sommes qui sont importantes quand même. On a investi 15 à 20 millions pour transformer aujourd'hui 60% de notre flotte qui est en moyen vert, etc. Bon, après, il y a toute la partie électrification des bâtiments pour les recharges, etc. Mais on a beaucoup avancé au point qu'aujourd'hui, on livre 27% de nos envois sur le dernier kilomètre avec des moyens décarbonés. Donc ça va du vélo cargo au véhicule électrique, en passant par le gaz, etc. La sous-traitance, ça demande pour le coup un travail de coordination et il faut avoir en tête que nous, c'est 97% de nos émissions de CO2, c'est du scope 3, c'est-à-dire c'est vraiment de la sous-traitance. Donc comment on embarque des sous-traitants qui avaient l'habitude de se financer sur le marché de l'occasion pour passer d'Euro 3 en Euro 4, qui sont des normes environnementales adaptées aux véhicules thermiques notamment, puis d'Euro 4 en Euro 5, alors dire maintenant il faut faire des leapfrog, il faut passer d'Euro 3 à électrique. Mais sauf qu'un véhicule électrique, c'est 2 fois et demi le prix d'un véhicule thermique, ou 3 fois même.
Si je prends le bonus écologique, on a 2,5 fois. Donc comment je fais aujourd'hui pour les embarquer? Donc on a fait des contrats de long terme avec eux, ce qui est une nouveauté. On n'avait jamais fait ça. On a évidemment augmenté les tarifs pour ceux qui étaient les plus vertueux en termes de qualité de service et en termes d'engagement d'investissement sur les moyens verts. On a un pacte d'achat commun où on met à disposition nos conditions d'achat, notamment vis-à-vis des véhicules, etc. Oui, c'est une vraie entraide. C'est plus qu'une entraide, c'est un partenariat stratégique. C'est un accompagnement. C'est un accompagnement stratégique qui est absolument indispensable. Si on veut avoir les meilleurs sous-traitants il faut bien comprendre que notre métier, comme on le base beaucoup sur la sous-traitance, si on n'a pas ces sous-traitants-là, on ne créera pas la valeur ni pour nos clients ni pour nous. Donc c'est absolument indispensable de les embarquer là-dedans. Et votre regard sur l'évolution dans ce domaine d'activité dans les prochaines années, c'est quoi? Écoutez, c'est le transport, il y en aura toujours. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et comment ça va évoluer? Disons que sur le marché classique, je pense qu'il faut prendre en considération les évolutions récentes, notamment l'émergence du B2C, les livraisons en direct aux particuliers. Vous avez l'économie circulaire qui commence à naître aussi. Tout à fait. Et donc ça aussi, il faut s'y adapter. Vous travaillez sur l'économie circulaire? On travaille sur l'économie circulaire, notamment sur la reprise d'emballage, la reverse logistique, etc. On travaille sur des niches particulières, notamment par exemple, on souhaite développer une offre sur la reprise des panneaux photovoltaïques, etc. Donc on a des offres qui sont parfois un peu générales, parfois assez niches, pour pouvoir se positionner. Par exemple, parce qu'on a une business unit qui est spécialisée dans le transport et la logistique de produits dangereux. Du coup, typiquement, ça rentre dans ce cadre-là. Donc ouais, c'est vraiment un sujet de réflexion profonde. C'est pas si simple que ça à mettre en œuvre, mais voilà, c'est des relais de croissance futurs. Donc ça, c'est votre vision pour l'avenir du groupe, finalement? Au moins sur les 3-4 prochaines années. Donc Alpner, c'est vraiment l'acteur majeur du transport et de la logistique en France. Donc l'avenir du groupe, à part ça, ça va être quoi? C'est l'international. L'international. C'est l'international, ça c'est le plus gros. À 3-4 ans, on est sur les classiques, transition environnementale, développement de nouveaux produits liés effectivement aux nouveaux usages de consommation, etc. Nous, notre c'est combien de filiales à l'international, pour qu'on sache un petit peu? Aujourd'hui, on est présent dans 10 pays. D'accord. Donc voilà, il y en a 8 en Europe et 2 en Afrique, puisqu'on a ouvert au Sénégal et qu'on a ouvert depuis l'année dernière en Côte d'Ivoire. Donc voilà, le premier pays, c'est la France, qui représente 77% du chiffre d'affaires. Le deuxième, c'est l'Allemagne, qui est à 12%. Et ensuite, on tombe à 5% avec la Suisse, etc. Et ensuite, on a une litanie de pays qui sont plus petits. Et en fait, ces dernières années, on a fait beaucoup de croissance externe avec des petites entités. On est toujours très, très orienté sur la croissance externe dans les prochaines années à l'international, avec des pays qui nous intéressent fortement, comme l'Allemagne, qui est vraiment notre cœur de marché, notre second marché, sur lequel on compte encore se renforcer. L'Espagne présente un intérêt qui dépasse l'opportunité. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on vise. Et peut-être le changement, je dirais, tactique qu'on opère, c'est qu'auparavant, on a acheté plutôt des petites entités qu'on agglomérait, etc. Là, on souhaite acheter plutôt des structures plus costauds, plus fortes, pour pouvoir ensuite éventuellement les consolider avec l'acquisition de plus petites entreprises. Je dois dire que globalement, nos acquisitions aujourd'hui portent vraiment leurs fruits au sein de l'entreprise. Elles fonctionnent plutôt bien, mais on a fait une ou deux erreurs qu'on ne souhaite pas refaire. Et notamment le temps qu'on passe à l'intégration, à l'uniformisation des process, de l'informatique principalement, etc. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps et donc on souhaite plutôt consolider autour de plus grandes entités pour gagner du temps et pouvoir s'appuyer sur des fonctions support qui sont internes. Il y a d'autres défis spécifiques que vous rencontrez à l'expansion internationale du groupe? Les principaux défis sont culturels. Et pour le coup, moi, je pensais bien connaître les Allemands. J'avoue que depuis 2 ans, je découvre des Allemands qui sont différents de ce que je pensais. Pourquoi? Honnêtement, on a eu du mal à faire ce rapprochement culturel, je dois dire. J'en avais une image qui était sans doute vraie, mais peut-être partielle. Et j'ai découvert d'autres facettes qui ont mérité sans doute des changements d'orientation, en tout cas en matière d'intégration et de management. Je les ai trouvés moins hands-on que ce que je pensais. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça. Et puis,
ils nous voient quand même comme les Français, quoi. Hein. Donc, Oui. c'est difficile. Même si on a une entreprise qui est fondée vraiment sur le trafic franco-allemand, qu'on est réputé en la matière, qu'on y est depuis longtemps, il y a toujours un peu ce truc, c'est des Français, quoi. Et quelle place occupe l'innovation et la digitalisation dans la transformation de votre activité Ah, chez Ipner? elle est importante, Elle est un- mais elle est surtout tournée sur, je le dis, pour moi, le point le plus concret, c'est la relation client, c'est le front Oui, office tout à fait. digitalisé, etc. Nous, on a à moderniser nos systèmes d'information de manière très Ça fait importante. déjà un moment que vous le faites, j'imagine. Ouais, mais c'est très long à faire. C'est-à-dire on est loin encore d'avoir D'accord. abouti, à mon sens. On a un système d'exploitation centralisé qui est sur AS400. Voilà, à la fois, c'est extrêmement robuste, extrêmement fiable. Mais c'est des process très particuliers, dédiés, qui demandent aussi du changement de process et de culture aussi quand on a changé. Donc, c'est beaucoup de trucs. Et à côté de ça, effectivement, on a modernisé tout l'écosystème entre notre CRM, notre SIRH, etc. Donc, on a beaucoup digitalisé nos process en interne. C'est de plus en plus paperless, etc. Et donc, il y a vraiment tout cet environnement qui est changé. De là à parler de digitalisation, on utilise l'IA ici ou là sur nos plans de transport, etc. Donc, on commence à travailler dessus, mais avant de parler d'IA, nous, on en est au stade où je pense qu'on a encore un gros travail à faire Balbutiement. sur la donnée, sur la donnée, Ah oui, sur la maîtrise de la donnée, d'accord. sur la complétude de la donnée, etc. Sur vos datas, quoi. Oui, sur nos data. On a vraiment, je pense qu'on a bien entamé. On a un data lake qui est aujourd'hui très bien branché aux divers Mhm. systèmes informatiques de notre groupe. Et on commence à produire des choses très intéressantes, mais mais ça fait très longtemps qu'on l'a pris, le sujet. Et donc je me rends compte en fait voilà, de l'avancée difficile que ça peut Ah bah, c'est long. représenter, etc. Mhm. C'est vraiment long. Je pensais qu'on irait plus vite et je dois dire que voilà, on met le temps. Alors on le fait bien. Puis après, il y a tous les enjeux autour de la RSSI, sécurité informatique, etc. On en a un petit peu parlé déjà de l'empreinte carbone, mais le secteur du transport est souvent pointé du doigt, surtout pour cette empreinte carbone. Quelles actions vous mettez en place pour une logistique plus durable? Bah, c'est celle que je vous ai décrite Ouais, tout à l'heure, hein, c'est-à-dire essentiellement nos camions, hein, c'est tout. aujourd'hui. Non, on a les bâtiments aussi. L'année Mhm. dernière, on a fait 13% d'économie sur les émissions de CO2 de nos bâtiments. D'abord parce que, par exemple, j'ai changé les sièges, enfin, on a déménagé de siège. Rien que ça nous a fait gagner énormément, moins 50% d'émissions sur notre siège parce que l'autre était très mal isolé, etc. Nos bâtiments modernes sont Eh ben, nativement forcément. isolés, etc. Mhm. Alors qu'un bâtiment en logistique ou en transport, c'est plutôt 20, 25 ans, etc. Donc, forcément, il y a 25 ans, vous n'aviez pas les mêmes Non, références, tout à fait. les mêmes normes, etc. Donc, évidemment, les bâtiments comptent. L'année dernière, on a fait très attention à l'isolation et puis surtout à la consommation électrique à travers le remplacement de nos luminaires pour mettre du LED, etc. Donc, 13% d'économie en la matière. Voilà, donc aujourd'hui, on a beaucoup avancé sur ce sujet-là, mais c'est clair que les économies d'émissions de CO2, on ira les chercher avec, je le disais, ces 97%, c'est du scope 3. Alors après, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec nos sous-traitants sur les camions. Maintenant, je fais très peu d'aérien, mais l'aérien représente malgré tout, dans les Ah, émissions bah, de bien sûr. CO2, une partie extrêmement élevée. Et donc là, il faudra qu'on travaille avec les compagnies aériennes qui ont quand même beaucoup de mal à proposer aujourd'hui du SAF, parce que du Sustainable Air Fuel, parce qu'elles n'en disposent pas de beaucoup et que c'est limité aussi. Tout à Donc fait. voilà, il y a beaucoup de choses à faire avec les compagnies maritimes, avec les compagnies aériennes, qui n'ont pas le même rapport de force avec nous qu'évidemment nos sous-traitants ont de la route. Tout à fait. On va parler un peu de l'expérience client et de l'excellence opérationnelle des pneus. Donc, vous mettez en avant un programme qui s'appelle Client First. Comment mesurez-vous la satisfaction des clients? Alors, on le mesure avec la Net Promoter Score. Tous les ans, on fait cette mesure-là, qui cette année a donné des scores très importants, puisqu'on a un score de 53. Quand on regarde un peu le panel, même Mhm. dans le B2B, au-delà du transport, on fait partie des très bons acteurs. Je pense que Epner, en tant qu'entreprise familiale, indépendante sur le marché, par rapport à nous, on a en face de nous des très grands acteurs qui sont très puissants et pour lesquels j'ai beaucoup de respect, mais ils ont d'autres atouts. Nous, il faut qu'on soit meilleurs, Ben oui, forcément. indéniablement. Donc, il faut qu'on apporte quelque chose d'autre. Il faut qu'on apporte voilà, une vraie expérience client au-delà de la qualité en elle-même. Et cette expérience client, elle se traduit non seulement par une qualité de service, mais aussi par une proximité Oui. avec nos collaborateurs, avec nos services commerciaux. Les attentes avec- clients sont de plus en plus nombreuses. de plus en plus nombreuses, mais Et en puis fait, ça évolue. elle reste assez simple. En fait, notre boulot à nous, c'est d'être vraiment dans l'anticipation des propres besoins de nos clients. Nos clients, ils nous demandent pas Mais des comment vous choses. garantissez justement un service toujours plus performant?
Justement, en mesurant les aspects, en faisant des enquêtes de satisfaction, en mesurant les attentes, en parlant nous-mêmes à nos clients. Moi, je gère moi-même, alors pas les supply chain managers, mais je gère les directeurs généraux d'un certain nombre de clients que je rencontre régulièrement, avec qui j'échange pour savoir aujourd'hui quelles sont leurs orientations stratégiques, etc. Et en fonction de ça, vous voyez bien comment vous allez positionner votre entreprise, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas un client en Europe qui ne me demande pas ce que je fais sur la transition environnementale. Ça ne veut pas dire qu'il le paye, mais il m'en parle. Et puis ensuite, vous avez besoin d'anticiper leurs besoins en termes d'organisation logistique, etc. Ça, c'est aussi assez mouvant, donc il faut être capable de les accompagner là-dessus. En tant que président, quels sont les grands projets et les ambitions qui vous animent, vous, aujourd'hui? Qui m'anime, moi? En tant que président d'Epner, oui. En tant que président d'Epner, moi, Qu'est-ce qui vous fascine? Mais c'est rigolo parce qu'on m'a posé la question l'autre jour en disant mais vous voulez faire quoi? Et c'est vrai que je trouve que c'est une bonne question. Moi, je rêve d'une entreprise européenne. Moi, j'ai toujours aimé l'international. J'ai envie de faire mon entreprise, une entreprise qui est européenne, présente, puissante et qui ait la même impact sur le marché européen que ce qu'il a en France. Et je pense que mon grand-père était sorti du Bas-Rhin pour remplir l'Alsace, mon père a fait la France, et moi aujourd'hui je m'occupe de l'Europe. Et j'espère, et ça c'est ce qui m'anime le plus, j'espère que cette 5e génération qui arrivera, quelle qu'elle soit, sera capable d'aller encore plus loin et de s'étendre encore plus. Non, c'est ça qui m'anime. Je vais vous demander de sortir votre boule de cristal. Dans le futur de votre secteur, dans 10 ans, pour vous, à quoi ça va ressembler? Le secteur du transport dans 10 ans? Oui, ça c'est similaire à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc pas de grands changements. Non, pour vous, il n'y a pas d'énormes changements. Non, il n'y a pas d'énormes changements. Ça va pas être des drones? Non, mais il y a des changements technologiques qu'il faudra suivre. On ne pourra pas continuer comme ça, sans chauffeurs en Europe. On avait déjà une lacune sur le nombre de chauffeurs, par exemple. On avait 250 000 chauffeurs qui manquaient en Europe. Ah, ça fait beaucoup. Depuis la guerre en Ukraine, il en manque 400 000, parce que le contingent de chauffeurs ukrainiens est parti à la guerre. Les Bélarusses, qui étaient un gros contingent, ils n'ont plus le droit de circuler en Europe. Donc et puis, les Polonais, les pays baltes, etc., qui étaient les autres contingents de chauffeurs. Un jeune Polonais aujourd'hui, dans un pays qui vient extrêmement bien, il n'a plus envie de prendre un camion et d'aller dans le reste de l'Europe. Il a envie de monter sa start-up, etc. Donc, alors on peut toujours aller chercher, comme je le vois aujourd'hui, de plus en plus loin, des Ouzbeks, etc. Mais ça n'a pas de sens. À un moment, il faudra aussi que la technologie nous aide, les camions autonomes, etc. Il y a la transition environnementale qui est clé, et je pense que ça, pour le coup, dans 10-15 ans, on aura fondamentalement changé nos modèles, etc. Je suis un peu sceptique sur l'hydrogène, mais je ne suis pas un spécialiste non plus. Mais en revanche, sur l'électrique, etc., c'est clair qu'on y va, et ça aura profondément changé. Après, c'est les usages de consommation, notamment liés à la fois aux attentes de recyclage, donc l'économie circulaire, etc., la durée de vie des différents usages de consommation, qui fait qu'on va aussi s'adapter, créer de nouveaux produits, etc. Mais fondamentalement, les choses ne vont pas se modifier outre. L'automatisation, l'IA, est-ce que vous les utilisez comme levier d'amélioration pour la qualité de vos services aujourd'hui? Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Non, on le fait un peu. C'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, la data est quand même le point le plus aujourd'hui sur lequel on travaille le plus. Et ça, effectivement, évidemment, c'est un déclencheur important pour tout ce qui est IA, etc. Mais on commence à travailler dessus, sur l'optimisation de nos tournées, sur l'optimisation de nos plans de transport. Donc on a quand même déjà des usages qui sont déjà modifiés, et sur lesquels, en tout cas, on travaille fort. Sur l'automatisation, c'est pareil. Aujourd'hui, on met en place des lecteurs automatiques qui nous permettent de prendre les rapports poids-volume de nos palettes en direct, de lire des étiquettes, etc. Il y a une partie de robotisation qui se fait déjà quand on peut le faire. Après, on a nous, on n'a pas un fret très uniformisé qui passe sur nos quais. On n'est pas un monocoliste qui a des cartons bien spécifiques. On a des palettes, des cartons, des longueurs, voilà. Tout à fait. Il y a une manutention humaine qui restera toujours assez importante. Mais on optimise là où on peut l'optimiser, là où on peut robotiser au maximum les choses, et en particulier pour l'ergonomie de nos collaborateurs, quoi. Jean-Thomas, on va parler leadership, un peu ressources humaines, parce que 3500 collaborateurs, c'est quand même énorme. Ouais. Alors, comment on maintient une culture d'entreprise forte au sein d'un groupe comme ça, en pleine expansion? On s'assure. Alors,
Nous, on fait une enquête collaborateur tous les ans. Alors, on va le citer parce que c'est une marque, c'est Great Place to Work. Aujourd'hui, on est labellisé dans 9 pays. Quand on a fait la première fois l'enquête de satisfaction, on a obtenu 59. Donc, on n'était pas très satisfait. Et on a pris une claque. Hein. Oui, j'imagine. Et moi, j'étais très déçu de ces résultats. Et en fait, on a travaillé vraiment sur le fond. Alors, sur 3 aspects. Il y a le premier, il y a des enjeux sur lesquels, à mon avis, on communiquait pas bien et sur lesquels il a fallu aussi faire savoir ce qu'on faisait parce que parfois on avance, on fait des choses et puis on manque de le faire savoir. Et donc il y a quand même une partie de ça qui améliore la notation, c'est aussi faire savoir ce qu'on fait. Par exemple, on communiquait jamais sur la participation, ce genre de choses, sur des avantages qu'il a fallu faire connaître aux collaborateurs. Après, il y a vraiment des éléments de fond très structurants qu'on a pris en compte, travaillé, etc. Parce qu'il y a 62 questions ouvertes, 62 questions sur lesquelles on demande aux gens de répondre. Ouais, et donc, ça nous permet d'avoir vraiment une finesse dans l'analyse qui est clé. Donc, chaque année, on a pris les items qui nous paraissaient les plus importants et sur lesquels on avait le plus de levier pour travailler. Et ça, Great Place to Work nous offrait cette grille d'analyse. Et puis, je le disais tout à l'heure, il y a aussi des changements managériaux qu'il a fallu faire parce que il y a des gens qui n'ont pas adopté une posture, j'allais dire, plus moderne du management, etc. Donc voilà, nous, ça nous a permis d'aligner à la fois les attentes des collaborateurs avec cette vision très spécifique de l'entreprise, du principe de subsidiarité, de l'intrapreneuriat, et donc vraiment réaffirmer nos valeurs. Et on l'a fait, moi j'ai jamais été fan des boîtes qui affirment leurs valeurs comme ça parce que je trouve que c'est beaucoup de bullshit. Et en fait, on m'a convaincu de le faire un jour, j'y suis allé un peu en traînant les pieds, on l'a fait en bottom-up. Ouais. On a demandé aux gens de définir les valeurs. Il n'y en a qu'une seule que j'ai imposée, qui est celle de la loyauté, qui est le corollaire des valeurs, notamment d'autonomie, etc. Mais les autres valeurs viennent du terrain. L'audace, la responsabilité, l'excellence, et j'en oublie une. L'engagement, merci. Voilà, alors, c'est le stress de l'interview. Non, mais du coup, ça c'est venu effectivement du terrain. Et c'est beaucoup plus facile de bâtir, ou en tout cas d'avoir un management par les valeurs quand c'est les gens eux-mêmes qui nous les ont données. Oui. Parce que ça veut dire qu'ils s'identifient en très très grande majorité à ces valeurs, et ceux qui ne s'identifient pas, en général, sont les cas en décalage dans l'entreprise. Et ben justement, on va en parler des défis liés au recrutement, parce que vous m'avez parlé justement de cette pénurie de chauffeurs, ce qui est quand même compliqué. Alors, quels sont les défis que vous avez liés au recrutement et à la fidélisation des talents dans le secteur du transport? Là, pour le coup, alors dans le secteur du transport, ça rejoint. Alors, on a le cas particulier du transport. Ouais. Parce que du chauffeur. L'attractivité, c'est un métier dur. L'attention, c'est le cas de tous les secteurs. Mais c'est vrai que le secteur du transport renvoie une image de pénibilité, etc., sur laquelle il faut travailler. Sans doute une absence de modernité. Et puis, pour ce qui est de la jeune génération, un peu le côté, c'est polluant, quoi. Donc, il y a plusieurs éléments comme ça qui jouent contre nous, qui sont un peu des handicaps. Ils sont pas faciles, Il n'empêche, aujourd'hui, on a un taux de rétention extrêmement élevé, justement parce qu'on a un taux de satisfaction. Les gens ont une perception globale de l'entreprise qui est à 79% positive dans l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même 4 personnes sur 5 dans l'entreprise qui disent que c'est une entreprise où il fait bon travailler. C'est quand même extrêmement intéressant. Ouais. Vous avez globalement, justement, un trust index de 76%, c'est-à-dire la moyenne des questions qui sont posées, etc., 67. Donc, ça nous permet de garder garder les talents, de maintenir cette attractivité, mettre un label par-dessus, c'est plutôt pas mal. Et on revient aussi à la question de la transition environnementale. L'un des sujets, quand on s'est posé la question un peu de dire, OK, on est dans le domaine du secteur en France, moi je pense qu'on fait partie des leaders sur la partie transition environnementale. Quand on s'est posé la question de savoir si on n'allait pas trop loin, parce qu'on a quand même du mal à le monétiser, etc., certes, on attire des nouveaux clients, etc., grâce à ça, mais il y a une question de monétisation. On s'est dit, OK, est-ce que quand même, c'est pas un peu trop ? La réponse unanime, ça a été de dire, ouais, mais aujourd'hui, si on attire des collaborateurs qu'on attire, c'est aussi parce qu'on a cette transition, en particulier parce qu'on met en avant cette transition environnementale. Et on a beaucoup de collaborateurs qui nous rejoignent en disant, mais ce que vous faites, ce qui est très concret et qui est palpable, etc., qui n'est pas du greenwashing, ça nous intéresse et on a envie de vous rejoindre. Donc voilà, c'est des points importants qui se recroisent. Je pense que vous l'aviez plus ou moins dit, mais c'est la dernière question, donc je vais vous demander de répondre assez vite. Si vous deviez résumer votre philosophie de vie en une phrase, ça serait laquelle? Oh, c'est compliqué ça. C'est compliqué. Ouais, c'est une question un peu piège.
Moi, je dirais que voilà, j'ai pas envie de faire René Char, assume ton risque, etc. Mais on est un peu là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'il faut s'amuser au travail, enfin voilà, faut entreprendre, quoi. Faut entreprendre, faut prendre des risques et finalement, ça paye toujours. Jean-Thomas Schmitt, merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous de m'avoir accueilli. Votre parcours est marqué par des choix forts et une vision claire du développement d'Epnar. Merci. Entre tradition et innovation, vous avez su faire évoluer l'entreprise tout en restant fidèle à son ADN. Si vous deviez retenir un seul jour qui symbolise votre engagement et votre fierté à la tête d'Epnar, ça serait lequel? Bah, c'est peut-être un jour à venir, sans doute avec l'événement des 100 ans. Voilà. Très Qui aura lieu bien. Le 12 juin prochain. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Be Smart for Change dans Le Jour où. À très bientôt.